Nous savons qu'aujourd'hui, Donald Trump va peut-être rencontrer Benjamin Netanyahu, comme nous l'avons évoqué lors d'une réunion, et aussi Zelensky, les deux guerres par procuration. C'est incroyable de regarder ces deux guerres. Dans l'une, Zelensky mène une guerre par procuration contre la Russie. De l'autre, les États-Unis mènent une guerre par procuration pour Israël. Deux des personnes les plus sanguinaires de la planète se rencontrent avec. Je ne dirais pas ce que ça donne en termes de sang. Mais bon, allons-y. Je suis prêt à m'expliquer là-dessus. Mais Larry, quand on voit ce que fait Benjamin Netanyahu, la presse a rapporté qu'il demandait sans cesse à Donald Trump de le rencontrer, et il a fini par obtenir ce rendez-vous. Il va donc parler avec Donald Trump. Ce sera assez bref, parce qu'il y a les funérailles. Juste après la réunion, ils vont s'y rendre. Je ne pense pas qu'il en sortira grand-chose. Peut-être une conférence de presse. Mais ça ne semble pas devoir avoir lieu à cause des funérailles. Tout ce que Bibi veut, ce sont les images. Nima, c'est ce qu'il fait, si vous avez un tant soit peu suivi, chaque fois qu'une élection approche. Il vient en Amérique pour être aux côtés du président, pour gagner quelques points dans les sondages, parce que cela dit aux Israéliens qu'il est le seul à pouvoir gérer le président américain. Et comme preuve de cela, il peut obtenir une rencontre, peu importe quand et où. C'est ce qu'il utilise pour remonter dans les sondages, le MAD, si vous voulez. Cette fois, ça ne marchera pas. En fait, cela pourrait même se retourner contre lui. Il ne reste plus beaucoup d'énergie au vieux Trump pour Bibi Netanyahu, ni d'ailleurs, je pense, aux États-Unis. Et il va le découvrir. Je crois pas seulement sur le plan émotionnel. Il va le découvrir sur le plan matériel. Bon, allons-y, parce que je suis sûr que vous allez me poser des questions sur la manière dont se déroule la guerre. Oui, exactement. Mais si je comprends bien, cette visite est essentiellement politique. Il veut... Absolument. C'est totalement politique. C'est parce que Bibi doit être ici. Si Mamdani avait persisté, s'il avait décidé que New York avait bel et bien les moyens et, vous savez, l'appui juridique nécessaire pour l'arrêter et le présenter devant la cour pénale, ils auraient trouvé un moyen de venir, mais pas en passant par New York et sans s'exposer aux autorités new-yorkaises. Bibi doit venir en Amérique chaque fois qu'une élection approche. Oui, Larry, il y a une sorte de pause, si tant est qu'on puisse appeler ça une pause, entre l'Iran et les États-Unis. Il n'y a pas d'attaque, pas de nouvelles attaques contre l'Iran, ni d'attaques iraniennes contre les pays du CCG. Nous n'avons plus de munitions. Oui. Je suis triste de le dire, mais je crois qu'on n'a plus de munitions. Alors, est-ce que ça va aider? Est-ce que ça va faire avancer le processus? Nima, vous savez, quand je ne m'inquiétais pas de mon opération, je me suis plongé dans plusieurs livres. Des livres sur des épisodes antérieurs de l'histoire mondiale et notamment quelques ouvrages sur notre histoire, l'histoire de l'Empire, l'histoire de la République jusqu'en 1945. Et j'ai été frappé par des situations politiques que j'y ai rencontrées, qui m'étaient familières à certains égards. Mais le fait de me les remémorer les a rendues un peu plus vivantes. Et en y réfléchissant un instant, je me suis demandé comment est-ce que je décrirais ça. En particulier, j'ai regardé, et je crois que vous et moi en avons parlé. Je sais que j'en ai parlé avec certains podcasteurs. Je me suis intéressé à Lyndon Baines Johnson au Vietnam et au conflit vietnamien en général, mais ce n'était pas le seul sujet. Je me suis dit, d'accord, quel serait le cadre de description si j'écrivais une histoire à cette époque encore précoce, mais déjà très riche de possibilités pour les historiens.
C'est aussi une époque qui se déploie au gré d'événements très étranges. Mais ces événements étranges sont produits, en grande partie, par la situation politique que nous connaissons actuellement aux États-Unis, qui est probablement, à mes yeux, la situation politique la plus singulière de nos 300 ans d'histoire, période coloniale et période nationale confondues. Et c'est façonné par les personnalités en présence, comme c'est le cas de la plupart des situations politiques, dans n'importe quel pays, mais particulièrement aux États-Unis, par les personnes impliquées, par celles qui participent au processus de décision, qui conseillent ce processus, et par les procédures utilisées dans ce processus. Elles sont étranges pour cette administration, sans rien de comparable avec ce qu'aucune autre administration n'a jamais fait dans l'histoire du pays. Il y a aussi les circonstances intérieures et internationales qui exigent cette collaboration et cette prise de décision. Et ce que je crois observer, c'est une situation où ce président en particulier, de son propre fait, en réalité est pris au piège, est empêtré, est coincé, choisissez le verbe que vous voulez, par un certain nombre de facteurs dont il ne peut pas, Nima. Je ne dis pas qu'il ne veut pas, je dis qu'il ne peut pas se dégager. Le premier, c'est celui auquel il est confronté, dans la guerre qu'il a commencée. Il l'a commencé, c'est un point important, le 28 février, je crois. Et c'est la guerre avec l'Iran. Il y est piégé par plusieurs facteurs. Et l'un des principaux, comme nous en avons discuté, c'est que nous sommes à court de munitions dans cette guerre. Mais d'abord, il y a le détroit d'Ormuz, son importance stratégique toujours cruciale, et l'avantage dont dispose l'Iran concernant ce détroit. Et la deuxième chose qui le piège, il y en a d'autres dans ce conflit, mais le deuxième grand élément qui le piège, c'est son propre problème, le programme nucléaire, parce que c'est lui qui l'a créé. Dès l'instant où il s'est retiré du JCPOA, en violation du droit international et même, en fait, du droit interne, de la manière dont il l'a fait, il a créé cette situation. Il l'a créé de ses propres mains, par son propre acte, un acte extra-légal, au regard de la manière dont les décisions sont censées être prises dans l'Empire, du moins depuis 1945, ou plutôt 47. Donc il est pris au piège du détroit, et il est pris au piège de la question nucléaire. Il n'a le pouvoir de changer ni l'un ni l'autre, quel que soit le nombre de bombes qu'il larguerait, s'il les larguait. Voilà la première chose. Il est totalement piégé. Et je reviens à la façon dont LBJ était lui-même pris au piège. Trump l'est bien plus solidement et bien plus complètement que LBJ ne l'a jamais été. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec LBJ au Vietnam, et ce mur là-bas, avec plus de 50 000 noms d'Américains gravés dessus. Lui, il est piégé d'une manière très personnelle, alors qu'avec LBJ, c'était très politique, de politique intérieure, si vous voulez. Et la deuxième chose à laquelle je suis arrivé, c'est cette réalité. Il est aussi prisonnier de son désir de ressusciter la présence des États-Unis en Asie du Sud-Ouest, malgré le fait qu'il a perdu cette guerre et qu'il en a été pratiquement chassé. Et il essaye de la ressusciter par l'intermédiaire de qui? Du plus grand État soutien du terrorisme sur la face de la Terre, l'un des pays les plus riches du monde, l'Arabie saoudite. Et il essaye de le faire en sacrifiant tout ce pourquoi il mène cette guerre, afin de leur donner un programme nucléaire. Et il essaie de le faire. Et à votre avis, qui le contrarie, selon moi, à ce moment précis, dans cette démarche précise? Les Houthis. Ce sont eux qui le contrarient. C'est donc le deuxième piège dans lequel il est pris. Et il sait qu'il y est pris. Il le doit, parce qu'auparavant, il a littéralement été renvoyé chez lui, la queue entre les jambes, lorsque son secrétaire à la Défense a déclaré « On les aura éliminés en un rien de temps. Ça ne prendra pas longtemps. Les Houthis, on va s'en débarrasser. » Et nous avons quitté la zone de la mer Rouge en boitant après avoir perdu, clairement perdu, et y avoir aussi dépensé énormément de munitions.
C'est donc là qu'il est piégé dans sa dernière tentative de rester dans la région et d'utiliser les Saoudiens comme un outil pour rester dans la région. Et puis, il y a la troisième chose. Et elle est très différente de la situation de LBJ, que j'utilisais en quelque sorte comme point de comparaison. Il est piégé par Bibi et par tout ce que cela implique, Israël et Bibi. C'est un piège intérieur. Pensez à Myriam Adelson et à d'autres personnes comme elle, et bien davantage encore en ce qui concerne l'argent et le soutien à Israël. Et il est pris au piège sur le plan international à cause d'éventuelles extensions de ce conflit s'il ne fait pas très attention. Et même s'il fait très attention, je pense que le sort d'Israël est scellé. C'est fini. Ce ne sera pas un État démocratique au Levant quand toutes les retombées de cette situation se seront produites. Il se pourrait même qu'Israël n'existe plus, c'est-à-dire qu'il est disparu. Car si cela s'étend davantage et s'aggrave, en impliquant la Turquie, puis à terme la Chine et la Russie, de manière bien plus directe, alors nous parlons d'un Israël qui aurait disparu de la surface de la Terre. Et s'il survit, la seule façon pour lui de survivre, c'est de devenir une véritable démocratie qui accueille tout le monde à l'intérieur de ses frontières et qui retire l'écriteau disant « c'est un État juif ». Et puis la dernière chose que j'examinais, et c'est très différent et très particulier chez Trump, c'est différent de H.W. Bush, de George W. Bush et de LBJ aussi. Particulier au sens où des personnalités différentes prennent des décisions différentes et influencent des manières différentes de les mettre en œuvre. Trump est unique. Ce n'est pas H.W. Bush, ce n'est pas George W. Bush, ce n'est pas LBJ, ce n'est pas Richard Nixon, ce n'est pas Ronald Reagan. Ce n'est aucun de ces hommes, et il n'en est même pas proche. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'il s'est largement piégé lui-même par son approche politique, sur le plan intérieur comme international, alors que lors de sa deuxième campagne, ni même lorsqu'il a été investi pour la première fois, son approche n'était pas de tout gagner. Ne reculer nulle part. Tout gagner. Ne rien perdre du tout. Gagner tout le temps. Voilà, c'est aussi sa philosophie personnelle, son attitude. On l'a vu dans ses affaires et dans d'autres domaines. Gagner tout le temps. Alors, comment un homme dont toute la réussite politique, pour autant qu'elle soit une façade sur la scène internationale comme intérieure, et dont les partisans, même aujourd'hui, commencent à le quitter, comment peut-il gagner dans cette situation? Et cela exige le genre de personne capable de faire ce que Lyndon B. Johnson a fait, par exemple, ce qui a été déterminant dans sa carrière politique. Il ne s'est pas représenté. Il s'est retiré, littéralement davantage par souci de la République, de ce que signifie être un dirigeant décent, un bon dirigeant, un homme de caractère, que Dick Nixon ne l'a fait lorsqu'il s'est retiré sous la pression d'une destitution certaine s'il ne le faisait pas. Son propre parti lui avait montré les chefs d'accusation en vue de sa destitution et lui avait conseillé de trouver une autre manière de partir s'il ne voulait pas être effectivement destitué. Et il a bien sûr démissionné. Trump est donc hanté ici par son propre style politique, dont il ne peut pas se détourner. Ainsi, en plus d'être piégé par Bibi, en plus d'être piégé par les Houthis concernant l'Arabie saoudite, sa seule porte de retour dans la région, et en plus d'être piégé par les réalités du détroit d'Ormuz et du programme nucléaire, qui a probablement déjà produit une arme nucléaire à mon avis, il est piégé par sa propre personnalité et son propre caractère. Il ne s'en sortira pas. Il n'y a absolument aucune chance que Donald Trump se sorte du bourbier qu'il a créé, lui seul. Accordons aussi un peu de crédit à Bibi, mais Donald aurait toujours pu dire non. Il n'y a aucune chance qu'il s'en sorte. Et le triste, c'est qu'avec ce même caractère, ne rien lâcher sous la contrainte, au contraire, s'entêter davantage, il va entraîner le pays avec lui. Et c'est ça qui m'inquiète vraiment aujourd'hui.
Quand on regarde tous les indicateurs, que ce soit le marché et ses perturbations, surtout dans le secteur de l'IA et dans le secteur technologique en général, quand on regarde ce qui arrive à notre économie dans son ensemble, quand on regarde ce qui va lui arriver si ce conflit continue, et ça ne marchera pas, d'essayer d'obtenir l'aide des Iraniens. C'est ce qu'il essaie de faire, les amener à l'aider à se sortir du pétrin dans lequel il s'est lui-même mis. Ce sont de trop bons stratèges pour ça. Ils vont simplement resserrer l'étau. Et je ne pense pas que cela puisse avoir un autre effet que de nuire à Israël comme aux États-Unis, quelle que soit la façon dont on l'envisage, et probablement aussi à la région. Et tout cela va aboutir d'une manière ou d'une autre à ce dont je parlais plus tôt, au sujet de Trump, parce qu'il ne peut pas s'en sortir. Et, face à une situation pareille, sa manière de faire, c'est de continuer comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et d'affirmer qu'il réussit. Et ce sera désormais son mode opératoire. Et cela va entraîner tous ceux qui y sont associés, soit dans une guerre régionale plus vaste, plus profonde et plus grave, avec toutes sortes d'implications nucléaires, soit vers un développement stupéfiant qu'Erdogan pourrait par exemple provoquer. Et lundi matin, nous aurons toute une nouvelle configuration à examiner. Mais quelle que soit la façon dont on l'envisage, nous ne sortons pas de ça. La situation était déjà très compliquée, Larry. Mais après que le Yémen est entré dans le conflit ou a imposé le blocus à l'Arabie saoudite, cela devient encore plus difficile à gérer. Car selon Reuters, après la dernière attaque du Yémen contre l'Arabie saoudite, celle-ci a fermé sa raffinerie de pétrole de Jazan, qui a une capacité de production de 400 000 barils par jour. Et ce n'est pas tout. C'est une installation polyvalente qu'ils ont mise hors service. Je veux dire, elle fait beaucoup d'autres choses que simplement produire du brut. Pas seulement la raffinerie. Ils ont frappé 2 installations de stockage, vous savez, des dépôts de pétrole, dans la même ville, la ville de Jazan. Et l'autre raffinerie a été attaquée, hier, Larry, à Abqaiq, comme ils l'appellent, en Arabie saoudite. C'était une raffinerie. Ensuite, ils ont dit que c'était la résistance irakienne. La résistance irakienne a fait une annonce hier. Elle a dit « Nous n'avons pas fait ça. Nous ne savons pas qui l'a fait. » Et le Yémen n'a rien annoncé. Parce que chaque fois qu'ils font quelque chose, ils se manifestent et disent « C'est nous qui l'avons fait », en s'en vantant et en donnant les détails. Exactement, exactement. Ils en parlent tellement ouvertement. Putain, il est tellement rapide. Eh bien, c'est un autre aspect de la question. Qui sont les ennemis? Je veux dire, qui sont les ennemis? Nous connaissons Al-Ansar. Nous connaissons les Houthis. Nous connaissons l'Iran. Mais y a-t-il d'autres ennemis qui attendent dans l'ombre? Peut-être les milices chiites en Irak, ou même certains Irakiens qui cherchent à prendre leur revanche sur les États-Unis. Qui sait? Qui sait? Il se peut que certains groupes soient en train de se développer là-bas. Et les gens qui sont opprimés, et qui le sont très durement depuis si longtemps, comme à Bahreïn, par ses émirs, ses sultans et ainsi de suite, sont-ils susceptibles de se soulever? On parle toujours de ça, vous savez, en termes de la rue. Est-ce que la rue en Arabie saoudite regarde tout cela en se disant « C'est le moment de renverser ces salauds ». Qui sait? Mais je vous garantis qu'il y a encore des choses enfouies qui vont commencer à ressortir à mesure que les pressions se relâcheront. Souvenez-vous de la peur suscitée par le printemps arabe et de la façon dont les gens partout sur la planète, mais surtout dans ce pays et au sein de l'administration que je servais à l'époque, étaient réellement inquiets. Même les experts du Bureau des affaires du Proche-Orient et d'ailleurs au département d'État se demandaient ce que cette cocotte minute, maintenue à feu doux dans la région, allait produire une fois que le couvercle serait un peu soulevé.
Vous savez, au département d'État, par exemple, certains expliquaient au secrétaire d'État que nous pourrions voir régime après régime s'effondrer dans la région. Cela ne s'est pas produit. Cela ne s'est pas produit pour un certain nombre de raisons, je pense. Mais nous pourrions voir cela se concrétiser à nouveau, de manière bien plus forte, parce qu'il s'agit réellement, si vous voulez, d'un relâchement de la hiérarchie établie. Et la question de savoir s'ils pourront la reconstruire assez vite pour contenir ces pressions reste incertaine. La question, c'est pourquoi ont-ils accusé la résistance irakienne? Peut-être qu'ils disposent d'informations indiquant que le drone venait d'Irak et qu'ils en ont des preuves. Mais hier, il y a eu une déclaration étrange de la part du conseiller irakien à la sécurité nationale, Qassem Al-Aboudi. Il affirme que des cellules ukrainiennes sont actives dans tout l'Irak et qu'elles participent à des attaques sous fausses bannières. Selon lui, les cellules de renseignement ukrainiennes mènent des attaques en Irak et les attribuent faussement à diverses factions irakiennes. Comment? Je ne sais pas ce qui se passe en Irak. Et qu'est-ce qu'il disait? Je n'ai pas vu cette annonce en particulier, mais il faut toujours se demander qui, en Irak, dit ce qu'il dit au nom du gouvernement, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi. Mais pourquoi des cellules ukrainiennes feraient-elles ça? Quel serait leur objectif stratégique, ou même opérationnel? En quoi cela servirait-il les intérêts de l'Ukraine, autrement que financièrement? Zelensky essaierait de gagner de l'argent en vendant des drones, ou je ne sais quoi. En quoi ça servirait-il les intérêts de l'Ukraine de perturber ainsi la situation en Asie du Sud-Ouest? Ou bien est-ce simplement de la désinformation destinée à dissimuler ce que fait peut-être même le gouvernement établi de l'Irak à Bagdad? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi Zelensky lui-même, enfin peut-être certains éléments incontrôlés, ferait cela si loin du centre de gravité, si vous voulez, de la lutte dans laquelle il est engagé. De cette manière, il ne nuit pas à la Russie. Il aide la Russie. Si vous y réfléchissez, plus l'Asie du Sud-Ouest est entraînée dans ce conflit, avec les Perses perçus comme finissant par triompher, plus les intérêts de la Russie sont servis. Ce que rapportent les Irakiens, ajouté à ce que Zelensky a fait en attaquant un cargo iranien qui allait de Russie en Iran. Et beaucoup de gens diraient, c'était quoi ça? Eh bien, je pourrais comprendre s'il essayait de frapper un navire à destination de la Russie ou un navire russe qui transportait des marchandises vers la Russie. Je pourrais le concevoir. Mais là encore, cela vous montre à quel point Zelensky est dangereux, en réalité, en tant qu'acteur mondial, ce qu'il essaye de devenir. Parce qu'étendre cette guerre de cette manière n'est dans l'intérêt de personne. Au final, même pas dans le sien. Mais il ne semble pas s'en rendre compte. Et je ne le crois pas incapable d'essayer de frapper un actif russe très loin de là, pour ainsi dire. Je veux dire, vous voulez vous assurer qu'Odessa soit paralysée. Vous voulez vous assurer que la mer Noire ne fasse plus du tout partie de votre champ d'action. Vous continuez à frapper des choses, comme il le fait, qui sont, vous savez, gênantes pour la Russie. Elles sont parfois déstabilisantes sur le plan de la situation politique dans cette zone précise. Mais, dans l'ensemble, tout ce qu'il fait, c'est repousser l'inévitable. Et l'inévitable pourrait être bien plus traumatisant pour lui, pour Kiev et pour l'État croupion, que sera l'Ukraine, qu'il ne l'imagine aujourd'hui. Je ne vois pas comment il présente à son peuple, pour ainsi dire, un quelconque projet qui soit convaincant en matière de stabilité à long terme, et même de paix à long terme, à laquelle beaucoup d'entre eux, je dirais une majorité, aspirent. Combien de temps cela peut-il continuer?
Vous défiez les souhaits de votre propre peuple, et en même temps, vous le poussez, vous lui demandez, ou vous le forcez à aller mourir. À mes yeux, ce n'est pas tenable. Cela dure depuis longtemps à cause des Européens et de Washington. Et nous devrions baisser la tête de honte d'avoir fait cela. Mais nous ne le faisons pas. Nous persistons, nous surenchérissons, peu importe le terme, tout comme Berlin, Paris et Londres. C'est un autre théâtre où il faut faire attention à ce que l'on souhaite, parce qu'on risque de l'obtenir. Dans ce cas, l'obtenir, c'est obtenir de Poutine quelque chose qui montre absolument qu'il sait qu'il est en guerre contre l'OTAN et tous ses membres, pas seulement contre l'Ukraine. and all the members thereof, not just Ukraine.